Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Info Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS est placé sous mandat de dépôt dans le dossier placement hasardeux à la Banque internationale du Bénin, BIBE. Après 7 jours de garde à vue, le procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a trouvé opportun de le poursuivre. Ainsi, Laurent Metayon et Youssa Abdou Saliou, ancien directeur général du budget par intérim, sont déposés à la prison civile de Cotonou. Plusieurs autres inculpés seront poursuivis sans mandat. Le procès s'ouvre le 19 décembre prochain, nous a-t-on informé. Ces avocats, en revanche, remettent en cause la procédure qu'ils qualifient d'hétérodoxe engagée contre leurs clients. Pour eux, en toute honnêteté, le dossier est vide car la preuve n'a pas été rapportée que les montants ont été remis. Ils déplorent également, en absence de preuves, on ne devrait pas aller plus loin, encore moins les mettre sous mandat de dépôt. L'ancienne ministre de l'Agriculture, Fatima Amadou Djibril, et le directeur général de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, ONASA, et René Bio Abdou sont arrêtés et gardés à vue, ainsi que les directeurs administratifs et financiers et le chef de la cellule audit et de contrôle interne de la dite structure étatique pour une affaire liée à la gestion du riz japonais sous le régime du président Thomas Boniaï. Avant ces deux dossiers, bien d'autres ont agité l'opinion publique nationale et internationale. Beaucoup de Béninois s'interrogent de savoir s'il s'agit d'une véritable lutte contre l'impunité et la corruption ou d'une chasse aux sorcières ou encore d'un musellement. Des voix critiques de la gestion du régime prônant l'idéal du Bénin révélé. Autant de sujets que nous allons débattre en 26 minutes d'émission. Et pour ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Riwanou Chérif Olatondi, le directeur général du quotidien Matin Libre. Il sera face au directeur de publication de notre quotidien qu'on ne présente plus sur ce plateau, en la personne de Raoul Ounsounou. Tout de suite, on est retour pour le décryptage. Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le décryptage de ce jour se fera avec Riwanou Chérif Olatondi. Chérif, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Raoul Ounsounou. Raoul, bonjour. Bonjour. Alors Raoul, je commence par vous. Vous êtes journaliste, vous avez suivi de fond en comble cette actualité relative à la Caisse nationale de sécurité sociale où on parle de placement hasardeux. Alors dites-nous déjà, est-ce que de façon pénale, est-ce qu'il y a déjà d'infractions qu'on qualifie de placement hasardeux? Je ne suis pas juriste, et je ne suis pas doué en la matière, je ne suis pas trop doué en la matière. Mais ce que je sais, c'est que ce qui se passe dans ce dossier, on s'amuse avec l'agent de travail. On s'amuse avec l'agent de travail, ça n'a pas commencé avec la BIBE. Je rappelle toujours au niveau de cette caisse, il y a une banque qui est partie avec 2 milliards de la caisse. La CNSS, l'AIB a disparu avec 2 milliards. Donc, si c'est un placement hasardeux, je saurais le dire. Mais c'est pour dire, cette caisse est tellement surliquide qu'on ne sait pas quoi faire avec l'argent et on décide de placer où on veut et tout le monde peut partir avec l'argent de la caisse. Donc, il faut repenser moins la gestion de la caisse, l'inflation. Déjà, je crois que ce n'est pas le placement qui est reproché à Laurent Metayon. Qui est reproché aux mises en cause. On parle de. Moi, je ne parlais pas de dossier Laurent Metayon, c'est ça le drame. On a tellement parlé de. C'est lui qui est mis en exergue devant toute la communication. Non, devant quelle communication? Il y a près de 7 personnes. Il y a près de 7 personnes. Vous avez parlé de juridisme tout à l'heure, donc laissez les journaux à part. Il y a près de 7 personnes interpellées dans ce dossier. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de Metayon comme si les autres ne sont pas béninois ou bien ils ne sont pas tous égaux devant la justice. Ce qui est reproché, selon mes informations, aux personnes interpellées, c'est les rétrocommissions. Il s'agit des rétrocommissions. Ce n'est pas le fait qu'on ait placé de l'argent à la BIBE qu'on leur reproche. Il s'agit des probables rétrocommissions qu'il y aurait eu dans ce dossier. C'est ça qui est reproché. Voilà, et qui est un fait de corruption. Alors, il dit qu'il ne reconnaît pas. Mais quand on parle de rétrocommission, quand le Conseil des ministres parle de 111 millions de commissions occultes et que le directeur général de la BIBE qui vient parler de 2,5 millions, est-ce qu'il n'y a pas... Il y a un problème, mais ce qui me gêne, ça a été... Ils ont parlé de ça en Conseil des ministres. Aujourd'hui, voilà Metayon qui dit que lui n'a jamais reçu les 2 millions, 2,5 millions. Or que le témoin dit... Le témoin aussi a refusé. Il a nié les faits. Bon, je ne sais pas pourquoi on l'a mis sous mandat de dépôt. On pouvait quand même le mettre en liberté provisoire, le relaxer ou payer une caution en attendant la suite. Et moi, ça me gêne un peu. Donc aujourd'hui, maintenant, Kader, vous savez, à Cotonou, même dans tout le monde entier, si je devais acheter une moto chez vous, on appelle un système follow.
Donc, je t'aide à trouver un client, tu me donnes quelque chose. Ça a été toujours comme ça. Donc, aujourd'hui... Donc, c'est une coutume au Bénin. Voilà, donc on aura peur désormais de prendre follow chez les gens. Non, mais Raoul, ce qu'il évoque est quand même tout à fait pertinent. Parce que quand vous faites quelque chose, une opération à la banque essaie quand même de vous intéresser pour vous garder, pour que vous soyez fidèle. Il y a une pratique. Parce qu'on ne peut pas dire, je ne vous coupe pas peut-être, on ne peut pas dire qu'on a perçu comme commission occulte, même si on doit s'en tenir aux 111 millions, qu'on perçoit 111 millions pour oser ou risquer 17 milliards des travailleurs dans une banque, comme placement. Et dans les arguments qui sont évoqués, peut-être par le ministre des Finances qui parle de banque en faillite, où la banque était au bord de la banqueroute, alors qu'on n'a pas prononcé sa liquidation, est-ce que vous ne voyez pas qu'au niveau de ce dossier, il y a quand même un embourgrio qu'il urge quand même d'élucider? Je crois qu'il s'agit d'un dossier encore en justice. Il ne faut pas le perdre de vue. Le Conseil des ministres, ce n'est pas un champ d'accusation. C'est eux qui ont parlé de placement hasardeux. Le Conseil des ministres, sûrement, a évoqué un fait. Et il y a eu des personnes citées. Mais ce n'est pas péremptoire, les décisions du Conseil des ministres, surtout en matière, quand il s'agit des questions qui touchent à la justice. Et quand vous parlez de pratique, je ne sais pas, c'est vrai qu'au niveau de la banque, il y a une pratique qui consiste les apporteurs d'affaires. Les apporteurs d'affaires, vous allez vous amener quelqu'un à la banque qui dépose de gros sous, parce que la banque ne tourne que l'argent d'autrui. Qui dépose de gros sous, bon, vous êtes apporteur d'affaires, on essaie de vous arranger quelque chose. Je ne sais pas si c'est légalement régi, ça je ne sais pas. Mais ici, il ne s'agit pas de l'argent des interpellés. Il ne s'agit pas de l'argent, si effectivement il y a retour commission, si ça veut dire qu'il s'agit de l'argent de Abdou Saliou, il ne s'agit pas de l'argent de Météo et consorts. Il s'agit de la cotisation des travailleurs. Donc, ce n'est pas votre argent. Donc, sur ce qui n'est pas votre, je ne sais pas si loyalement, on peut vous rétrocéder quelque chose quand vous allez mettre... Laissez-moi finir. Okay, d'accord, allez-y. Laissez-moi finir. Ça, c'est déjà mon point de vue par rapport à la question. Maintenant, vous avez parlé qu'on les aurait interpellés, qu'on aurait voulu les garder, et qu'un témoin aurait dit, Edouard Denouké de la CA, qui aurait dit que pour le moment, je crois qu'on n'a pas encore eu assez à leur déposition, ce qu'ils ont dit à la BEF, et ce que les gens appellent qu'il aurait nié avoir remis de l'argent à telle ou telle personne. Je crois que nous sommes dans un état de droit. S'ils savaient que... ils sont injustement déposés, injustement poursuivis. On a vu par exemple dans le cas à Gabon, qui estime que le dossier a été vidé au bénéfice du doute, mais qui a signé aujourd'hui l'État. Qui a signé... Non, mais moi je continue de croire en la justice béninoise. Et ces gens-là, c'est des dirigeants. S'ils ne croient pas en la justice de leur pays, je crois que c'est dangereux. Donc s'ils savaient qu'ils sont poursuivis illégalement, ils peuvent rester... En tout cas, moi, je continue de dire que c'est un acharnement politique. C'est un acharnement parce que, j'ai pris tout le temps, j'ai réfléchi dans les 7 jours que le monsieur a passé en garde à vue. Finalement, le Conseil des ministres a parlé de 111 millions. Maintenant, on parle de 2 500 000 avec du champagne. Le gars dit que lui ne boit même pas de champagne, il n'a pas son bureau à la bouche du travail. On le fout en prison, mais ça me gêne, laissons la justice. Quels sont les éléments constitutifs de la thèse d'acharnement? Parce que c'est trop facile. Vous avez suivi Maître Salami hier, qui dit qu'on ne devait pas le mettre sous mandat de dépôt. Bon, laissons la justice continuer. À votre avis, c'est quand même une procédure où peut-être le gouvernement a fait usage de peut-être des mesures coercitives dont dispose de la justice pour essayer quand même d'arrêter peut-être une voie critique qui peut-être est très active au niveau du Fonds socio-patriotique, parce que, à vous entendre un peu, c'est ce que vous voulez dire. Oui, parce qu'il n'a pas été le premier. Adiavon fut président du conseil d'administration de la CNSS. Pourquoi on ne va pas le prendre? Lui aussi, il a placé de l'argent. à la BIB. Donc, disent que lui aussi... Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a une rétrocommission sur ce cas? Je ne sais pas. Même... Ce qui est sûr dans la CNSS, comme je le disais, voilà une maison où chaque 3 mois, on peut appeler le PCA, on a l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà une maison qui, jusqu'à une période récente, jusqu'au vote du code, à la relecture du code des marchés publics, le PCA était PRMP, c'est-à-dire personne morale chargée des marchés publics. C'est une anomalie totale. C'est la CNSS. Et quand vous évoquez le cas à Gabon, je ne crois pas qu'il y ait... S'il y a eu un tel cas, on est en train de faire le nettoyage, on l'aurait interpellé. Et ça, ce ne serait pas un acharnement. Et quand vous parlez de gouvernement faire un acharnement, ici,
Je crois que nous avons un État de droit où il y a quand même une séparation de pouvoir. Il y a une séparation de pouvoir. C'est vrai que la justice peut être toutefois manipulée. Et maintenant, quand on parle de avocat, a dit, mon cher ami Salami, il défend son client, l'avocat c'est son travail. Mais au-delà de défendre l'avocat qui défend son client. Il est l'avocat de Youssao, il défend son client. Et pour le moment, il ne parle que de Youssao, c'est pas seul. Et ça, il s'agit, tout est lié dans l'affaire. Il ne s'agit pas d'estiper un client. Il ne s'agit pas d'estiper un client. Donc il défend un client. Donc la position d'avocat n'est pas à confondre avec... Je ne vous coupe pas dans votre argumentaire, mais ce que beaucoup de Béninois veulent savoir aujourd'hui dans ce dossier, c'est vrai que le chef de l'État actuel a promis au peuple béninois quand même un temps soit peu d'avoir peut-être un acte décisif pour ce qui est de la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Mais on a comme l'impression que cette lutte, elle est sélective. Parce que la plupart de ceux qui sont indexés dans cette lutte sont probablement des gens qui sont peut-être dans le camp adverse. Non, Youssao est quand même à soutenir la coalition de la rupture. Comme Adjavon avait soutenu la coalition de la rupture. Non, mais lui, il est toujours avec eux. Hein. Non. Et Youssao. Youssao est un fonctionnaire d'ailleurs. Voilà. C'est un fonctionnaire. Mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui, et je demandais tout à l'heure à Chérif de me dire quels sont les éléments constitutifs de l'acharnement. Pour le moment. C'est vrai qu'il n'y a pas d'immunité syndicale, quand beaucoup parlent de syndicat. Moi, je dis, pour moi, on n'allait pas le déposer en prison. On pouvait le mettre sous convocation. Pour ça même plus gêné. Mettez-le sous convocation. L'autre, ils ont laissé d'autres. Mais vous savez, dans ce dossier, le dossier a été un peu plombé, selon moi, avec les agitations politiques qu'il y a eu. Moi, je dénonçais par exemple les positions de Fou et Frédéric Béanzin, par exemple. C'est un dossier purement judiciaire. Il faut laisser la justice que FSP de l'autre côté. Il y a une campagne médiatique autour. Qu'est-ce que vous appelez? Mais pourquoi ça vous gêne aujourd'hui? Ça a été toujours comme ça dans ce pays, non? Ça n'a pas, c'est une pression campagne médiatique autour. Mais il y a une campagne autour des deux camps. C'est une pression. Non. Vous ne pouvez pas empêcher la presse de relayer ce qui se passe. Ça, ce n'est pas une campagne médiatique. Moi, si je prends par exemple c'est une campagne médiatique. Si je prends par exemple... Parce que les journalistes ne se regroupent pas unanimement pour écrire quand même. Si je prends par exemple Nord-Sud Quotidien, le journal que j'ai dit. Moi, j'ai commencé par écrire, par parler de placement avant le Conseil des ministres. Vous étiez bien introduit. J'ai commencé par dénoncer le placement et les probables rétrocommissions avant la décision du Conseil des ministres. Je peux me taguer qu'un article de Nord-Sud Quotidien a été détonateur de cette affaire. On a commencé par parler de ça. Donc, quand vous parlez de campagne médiatique, vous ne pouvez pas empêcher les gens. La CNSS, ce n'est pas l'argent de l'État. La CNSS, l'État n'a pas l'argent là-bas. C'est la cotisation des travailleurs. C'est la cotisation des travailleurs. Donc, on s'amuse avec, et qu'on parle aujourd'hui de campagne médiatique et tout. S'il y a un journal qui passe à côté, c'est quand vous analysez de fond, donc comme ce dossier, est-ce que vous ne voyez pas au-delà de la thèse d'acharnement comme vous évoquez également, une volonté du gouvernement de pouvoir peut-être révéler qui sont réellement les acteurs politiques du Bénin? Peut-être Laurent Metton aussi a quelque part une part de responsabilité dans cette affaire. Moi, je demande au gouvernement de commencer d'abord dans son entourage là, qui sont pleins dans le gouvernement, qui ont des dossiers, qui ont des casseroles. Ah bon? Ouais. Quel exemple de casserole, par exemple? Suivez mon regard. Votre regard, il est dit. Je m'amuse toujours à dire qu'il n'y a pas de gestion sans crime, c'est dommage. Quand on parle de crime, ce n'est pas souvent financier. Donc, mais pourquoi maintenant ce dossier vient? Pourquoi c'est maintenant que ce dossier sort? Pourquoi pas? On a comme l'impression que la banque est en train de traverser une période... Non, la banque a fait une recapitalisation. Il y a une décision de justice même en la matière. Et le dossier, c'est peut-être parce que la banque est en train de faire une recapitalisation que ce dossier vient à point nommé. Parce que en dehors des 17 milliards dont on parle, il se trouve aujourd'hui que la CNSS se trouve être actionnaire presque majoritaire de cette banque. 4 milliards. Mais l'État est en train de reprendre maintenant. Donc, la CNSS veut essayer de relever, puisque c'est la Banque internationale du Bénin, on veut essayer de relever, on ne veut pas que la banque tombe. Et la banque ne vit que des placements. Non, mais je dis... Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, Chérif, en ce cas de figure, on ne peut pas peut-être en vouloir, alors mettons, d'avoir peut-être... On en veut parce que c'était une banque qui était déjà presque en difficulté, mais elle n'avait pas prononcé sa liquidation. Jamais. Alors, non, mais on n'en veut pas
aux mises en cause. Personne n'en veut d'ailleurs aux mises en cause. Enfin, à moi, à mon avis. Mais pour le moment, on ne leur reproche pas d'avoir mis de l'argent dans une banque. On les reproche. On les soupçonne d'avoir reçu des rétrocommissions. C'est ça qu'il s'agit. Il faut recentrer un peu le débat. Mais comme l'a évoqué Chérif, ça existe partout. Parfois, ce n'est pas de l'argent en espèces, parfois, c'est peut-être des boissons, des sucreries. Quand c'est votre argent, ou bien c'est entre copains, je dis à Kader d'avoir placé chez Chérif, et ça se comprendrait. Mais je dis qu'il s'agit des cotisations de retraités. C'est très sensible. Alors, est-ce que moi, j'ai 4 ans de cotisation là-bas. Donc, c'est important. Moi, j'ai 4 ans de cotisation là-bas. Alors, Chérif, comment analysez-vous aujourd'hui toute la campagne, au-delà, depuis avant-hier nuit, où il a été décidé, hier jeudi, il a été décidé quand même que Laurent Mettoyon soit mis sous mandat de dépôt. Comment entreprenez-vous les différentes actions menées par le Front pour le socio-patriotique et les différentes organisations syndicales qui brandissent comme argument que Laurent Mettoyon c'est un syndicat et que... Moi, ça me gêne un peu parce que j'ai appris que la CSTB démarre une grève dès lundi prochain. Nous n'avons pas besoin de ça pour ce pays. Et on verra la suite dans les jours. Mais est-ce que cette grève n'est pas peut-être liée c'est lié à Mettoyon. Non, ceci c'est lié à Mettoyon. Je crois qu'ils ont donné même une conférence de presse tout à l'heure. Je n'ai pas suivi la suite, mais ils vont en grève dès lundi. La CSTB. Moi, je crois que ce syndicalisme revanchard, il faut revoir ça. Et il n'y a pas que Mettoyon seul. Il n'y a pas que Mettoyon seul qui soit interpellé. Il n'est pas le seul syndicaliste interpellé. Il y a Edouard Adegunke qui a un syndicat qui est de la CA, de la Caisse autonome d'amortissement, et qui représentait la CSA au conseil d'administration de la banque. Et l'autre chose, jusqu'à présent, il y a une personne que moi je ne vois pas au devant de la scène, jusqu'à présent, et qui n'a pas encore réagi. Il y a Iko, policier Iko, qui est membre du conseil d'administration de la Caisse actuellement. Bon, vous connaissez cette solidarité entre communistes. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu, au-delà des réactions d'ensemble. Il y a un Guy sous roche. Et mieux, il y a eu une séance à la Bourse du Travail avant la convocation de Mettoyon, où les syndicalistes ont demandé, en présence de Mettoyon, en présence de ICO, ils avaient même projeté, selon mes informations, ils avaient voulu faire une conférence de presse, même avant sa convocation à la Bourse du Travail. Donc, on l'a écouté. Ces pairs l'ont écouté, ces pairs syndicalistes l'ont écouté. Mais ici, il ne s'agit pas de syndicalisme. Il s'agit de l'argent, de leur mandat, des travailleurs. Donc, ici, on ne parle pas du syndicalisme, parce que le syndicalisme, c'est à la Bourse du Travail. Le syndicalisme, ce n'est pas à la CA, ce n'est pas à la CNSS, c'est à la Bourse du Travail, le syndicalisme. Et donc, selon vous, ce dossier est géré en toute autonomie, sans aucune implication politique, à votre avis? Moi, je continue de croire que nous avons une justice indépendante. Parce que quand on cesserait de croire en notre justice, je crois que autant vendre l'État, autant vendre le Bénin aux Chinois ou bien... Non, moi, je crois aussi à la justice de mon pays. Attendons, laissons la justice. Le 19, c'est dans au plus un mois. On verra la suite de... C'est vrai que c'est loin, 19, parce que moi, je n'ai jamais passé une journée ou bien une heure au violon. Donc, en prison, c'est difficile. Il n'y a pas d'implication politique dans ce dossier? Il y a d'implication politique, parce que pour moi, tel qu'on connaissait Yahi dans ce pays, qui cherchait coûte et coûte à arrêter ces syndicalistes, n'a pas vu ce dossier de 17 milliards, de 111 milliards. 111 millions non, milliards. Non, 17 milliards déposés. 17 milliards déposés. Et Yahi n'a pas vu ça. Non, moi, je ne crois pas. Bon. Vous êtes sûr que Yahi cherchait à arrêter les syndicalistes? Yahi cherchait toujours à arrêter Mettoyon. Donc, ça veut dire que même si aujourd'hui, ils se sont regroupés au sein des fonds patriotiques, tout le monde. Le sujet qui a fait l'actualité cette semaine, c'est l'arrestation de la ministre Fatima Amadou Djibril et le directeur général de l'ONASA et bien d'autres. Vous avez également suivi cette actualité comme tout directeur de publication avec beaucoup d'intention. Alors, quelle perception vous faites encore de ce dossier? Je crois j'ai peur qu'on tombe dans des vices de forme. Fatima Djibril, ancienne ministre, avait agi au moment des faits, était ministre. Je ne sais pas si on y sont déjà passés devant le procureur ou le flagrant délit est constitué.
Si ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'on a déjà vu, je ne sais plus, ça doit être Ahanzo, alors ministre, gardé à vue, Ahanzo, Blaise Ahanzo, l'actuel maire de Dahomey, gardé à vue dans le dossier Assemblée nationale, alors qu'il était ministre. Et tout le monde a déploré le fait. Nous avons vu le cas, l'ancien ministre de l'Environnement également. La dernière fois, Noundé Bessi. Non, pas Noundé Bessi. En tout cas. L'ancien troisième adjoint au maire de la ville de Cotonou. Soso Mouton. Et mieux, je crois que, je disais tantôt que Fatouma Djibril, au moment des faits, était ministre. Je crains qu'on ne tombe dans des travers. C'est vrai que sous ce régime, je crois, il y a eu même un ancien ministre qui a été déjà écouté à la BEF, mais c'est passé inaperçu, Rufin Nansounon. Donc, c'est passé inaperçu. Peut-être comme il y a eu, je crois, près de 3 ou 4 personnes interpellées cette fois-ci, c'est pourquoi on en parle. Ben, je ne pense pas qu'on puisse gérer le cas Fatouma Amadou Djibril sans tact et précaution. Comme on aurait géré le cas... Laurent Metteur. Non. Le cas de Abdou, le DG. Non, le DG de l'ex-DG de l'ONASA. Ils ne peuvent pas être traités à la même enseigne. Donc si, c'est vrai, si qu'ils ont volé du riz, et bon, ils ont le dire ainsi, c'est dommage, mais si ça a été mal géré, c'est bien dommage parce que il faut faire remarquer que le riz dont il s'agit, c'est un don. C'est un don et c'est souvent envoyé aux pauvres. C'est pas le Bénin. Comme PPA 2, l'eau également. C'est un don. Non, mais je crois que ce dossier, on ne reviendra plus là-dessus. Parce qu'il y a eu un non-lieu. Il y a eu un non-lieu. Un non-lieu à caractère dubitatif. Ceux qui ont fait que nous, on n'a même pas de puits dans notre village, ils sont en liberté et très bien placés aujourd'hui. Je dis qu'à ça et autres. Donc, je dis, c'est dommage, c'est de la nourriture envoyée aux pauvres. S'il y a encore eu des scandales autour, ça veut dire que vraiment, nous avons encore du chemin à faire et l'État béninois est en déliquescence totale. Chéri, votre avis? Non, moi, je crois que cette dame ira. Bon, peut-être on va la présenter au procureur, on va la relancer certainement parce qu'elle ne peut pas aller en prison, même s'il faut d'abord passer par l'Assemblée nationale, passer par la haute cour de justice. Qui doit s'occuper de son cas. Mais est-ce que, Chérif, à votre avis, quand vous écoutez tous ces dossiers de malversation financière qui ont été effectués sous le régime de Boniaï, on a comme l'impression que quand même le chef de l'État, Patrice Talon, a été élu pour dicter la gestion de Boniaï. Il y a eu aussi, il l'avait fait, mais lui n'avait jamais eu le courage de sortir ses dossiers. Au grand jour. Donc, l'autre en train de le montrer qu'il pouvait le faire, c'est tout. Mais est-ce qu'à votre avis, je veux parler de Raoul, est-ce que, à votre avis, vous ne voyez pas que le peuple béninois est déjà conscient qu'il y a eu beaucoup de malversations sous le régime de Boniaï, qu'il est temps aujourd'hui peut-être de tourner la page? Mais ça continue, les malversations, ça continue. Hein. Non. Et qu'il est temps de penser au développement du pays, au lieu de réveiller les tensions. Je m'amuse à dire, il est difficile de battre Yahi, par exemple, dans le social, mais il est difficile de le dépasser en matière de malgouvernance. Yahi. Il est difficile d'être mauvais gestionnaire que Yahi, fut-il banquier. Donc, je crois... Parce qu'il était beaucoup social, il était beaucoup généreux, il avait beaucoup d'attention malheureusement, au cri de détresse des populations. Le social se fait dans un cadrage donné. L'argent de l'État, c'est sacré. Déjà qu'on n'en a pas, nous sommes un pays à ressources très limitées, donc on ne doit pas s'amuser avec. Si, par exemple, il y a eu vol de l'argent de l'eau, il y a eu vol de riz, ça veut dire qu'on est tombé bas. Vol des sous des retraités. Et il y a eu... Je crois qu'il avait lancé plein d'audits quand il est venu. S'il n'a pas pu mettre en application les résultats des audits, il n'a pas pu interpeller autant les mises en cause et tout. Je ne dis pas que c'est un peureux, ça veut dire que c'est un mauvais gouverneur, c'est de l'argent gaspillé parce que c'est avec de l'argent que les audits ont été faits. Mais les audits actuellement où Laurent Metteur et autres disent qu'ils n'ont pas été écoutés par les commissions, qu'est-ce que vous en dites? Pour le moment, on a fait l'audit de la SONAPRA. Il y a la SONAPRA. Il y a par exemple, on a fait l'audit on a fait l'audit de la gestion des subventions de coton. Il y a l'SDG de la SONAPRA qui est sorti, qui a dit qu'il n'a pas été écouté. Mais je crois que le dossier sera versé à la justice. Et chacun se défendra. Ils sont derrière des avocats. Et chacun se défendra. Et je ne pense pas que
cette même justice qui a étonné. Par exemple, il y a plein de dossiers. On a déjà, dans ce pays, on a déjà interpellé Patrice Talon. Il est parti, il a été présenté au procureur. Vous vous souvenez, il est resté au commissariat central de Cotonou. On ne l'a pas interpellé, il allait rendre visite à quelqu'un. Au temps de Mouléon, on l'a gardé. Il était parti rendre visite à Adovi, Mathieu, je crois, et autres, interpellé dans les subventions de la campagne Cotonou de 2012. Je crois 2012 bien 2011, si mes souvenirs sont bons. Ils ont été présentés. Et, chose inattendue, le procureur les a libérés. Donc moi je continue de croire. On devait encore normalement le choper là. Donc moi je continue de croire. Je crois que Patrice Talon était déjà parti du territoire avant que... Mais pourquoi il est parti? Patrice Talon n'était plus sur le territoire béninois avant que la justice ne saisisse des dossiers qu'on a eu par la suite. Ou bien qu'on nous parle des dossiers qu'on a eu par la suite. Les dossiers de feuilletons, de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État. Autres qu'on a eu par le dossier en hasard, le taux aussi se resserre aussi autour des députés de la minorité. Parce qu'ils sont aussi nombreux. De la minorité parlementaire impliquée dans ce dossier. Oui. Donc, mais à votre avis, je vais vous poser la même question que Raoul, quand vous suivez l'actualité, que vous voyez tout ce qui est fait par le régime actuel, les différents dossiers qui touchent régulièrement les gens qui sont de la minorité, qui ne sont peut-être pas proches du gouvernement, est-ce que ça ne rejoint pas vos thèses? Oui, c'est pour ça que moi je demande au chef de l'État, la charité bien ordonnée commence de son côté. Je lui demande l'histoire de machines agricoles. PPAE, on peut ramener ça. Quel non-lieu? Ça vous paraît étrange. Oui, il y a l'autorité de la chose jugée, qui a un principe de droit. Ils ont dit c'est non. Mais Raoul, est-ce que vous les machines agricoles, le dossier n'a jamais été en justice. Voilà. Mais les janvier, c'est ce que je dis. Ça m'étonne aujourd'hui, même les janvier Yarodéou ne parlent plus. Je dis, c'est de la faute du gouvernant qui était Boni Yahi, sous qui ce scandale a eu lieu et qui peut-être n'a pas pris les mesures pour envoyer. Quand il y avait eu des collaborateurs du chef de l'État qui avaient eu des dossiers, qui étaient dans des dossiers et on ne les a pas envoyés, qui devrait, je crois que la gouvernance devrait se faire par exemple, et qui devrait le faire, c'est celui qui était au pouvoir, c'était les gouvernants d'alors. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire qu'ils sont des mauvais gouvernants. C'est eux qui ont failli. À leur mission. C'est eux qui ont failli à leur mission. Maintenant, quand on parle de représailles vis-à-vis de la minorité, je crois, moi, je ne suis pas trop naïf pour croire qu'il ne peut pas avoir, comment dirais-je, de chasse aux sorciers, c'est possible, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Mais quand on sait que même à la fin du régime Boni Yahi, il y avait une opération, même presque une opération opération vider les caisses, qui a eu vers la fin de Boni Yahi. Ah bon? On se dit, oui, mais vous avez oublié cette histoire de véhicules réformés. Où Boni Yahi lui-même était obligé de sortir un arrêté pour dire d'arrêter de réformer les véhicules dans l'administration. On mettait les choses au dehors. C'est comme vider, on veut partir déjà. Quand on vit ça, souffrez que ceux qui avaient fait ça répondent de leurs actes. Ce n'est pas spécifiquement des choses de mais c'est pour montrer que sous ce régime, la malgouvernance était à un niveau où... Mais Chérif, il parle de mauvaise gouvernance sous le régime de Boni Yahi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont les choses sont gérées aujourd'hui, est-ce qu'on gérait de façon orthodoxe? En tout cas, il y a de la manière maintenant. Beaucoup plus que par le passé. Par le passé. Aujourd'hui, avec toutes les agences que nous avons au palais, quel ministre aujourd'hui peut se lever et faire ce qu'il veut? Tout passe par le palais de la République. Donc, je crois que... Est-ce que ce n'est pas peut-être une stratégie de centraliser de manière un peu plus nombrilique les choses au palais? Oui. Nous avons élu Patrice Talon et c'est lui qui va répondre. Ça, c'est ce qu'on a dit. Le peuple a élu Patrice Talon, il n'a pas élu un ministre. C'est Patrice Talon qui a choisi ses collaborateurs. D'accord. Ce n'est pas pour autant encourager la centralisation des choses, mais c'est dire que c'est lui qui répond. Et s'il est candidat à une élection, on lui demanderait des comptes. S'il est parti, s'il part en sent des actes de mauvaise gouvernance, on va l'interpeller. On va interpeller ceux avec qui il avait travaillé. Donc, c'est toujours bien de vouloir suivre les choses. Mais est-ce que, Raoul, dernière question, peut-être qu'on passe à un autre sujet, est-ce que vous ne voyez pas qu'on est dans un éternel recommencement où chaque chef d'État vient, il audite la gestion de son précédent, il parle, le suivant aussi audite, et on a comme l'impression qu'on est dans un éternel recommencement, on est là, on tourne en rond, et le projet d'action du gouvernement qui est mis en place, ou le PND, n'est généralement pas exécuté, ou peut-être exécuté à mi-parcours.
Non, ce n'est pas un éternel recommencement. Je vais vous donner un simple exemple. Parce qu'on est sûr quand même qu'après Patrice Talon, celui qui viendra également fera quand même des audits. Je vais vous donner un simple exemple. Il y a des trucs qui sont naturels, le chef d'État est obligé de faire. Par exemple, le chef d'État ne peut pas venir dormir. Le chef d'État ne peut pas venir dormir, il est obligé de travailler. Mais il est obligé de travailler parce qu'au-delà de ce qu'il il doit servir la population, il a son lui-même, il veut donner son empreinte, laisser ses empreintes sur des réalisations. Tout, je dis, nous aimons tous le pays. Il n'y a pas un seul Béninois qui soit contre le Bénin. Mais il y a des gens qui veulent manger, qui veulent prendre le bien public de manière très peu orthodoxe. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait un éternel recommencement. Et il y a des projets qui s'exécutent. Vous vous souvenez? Donc le Bénin se porte bien, le Bénin révélé. Je ne dis pas que le Bénin se porte. Le chef d'État même a reconnu que ça ne va pas encore desserrer la ceinture. Donc je ne pense pas que le Bénin se porte très bien. Non, mais vous vous souvenez, je veux vous rappeler, dans ce pays en 2006, quand Boni Yahi venait au pouvoir, c'est même, je crois qu'avec Koupaki, Koupaki, alors ministre d'État d'alors, qui disait que... Mais lui, on a comme l'impression que vous 350 millions. Beaucoup, hein. Qui? Koupaki. Qui lui en veut? Généralement, dans l'opinion. Je ne sais pas. Donc, je sais que c'est ceux-là qui nous ont dit qu'on a laissé 200 millions dans la caisse. Ils ont dit qu'on a laissé 200 millions dans la caisse et qu'ils sont venus trouver 200 millions. Mais ils ont lui ont payé le premier mois de salaire. Et vous vous souvenez, je fais partie des journalistes qui ont enregistré Kassa, opposant d'alors au début à l'entame du régime Yahi, qui défendait le général qui a dit que c'est faux. Qui a dit que c'est faux. Donc, c'est dire quoi? Ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui, si c'est mauvais, il avait fait par le passé. Koupaki est encore là. Il sera toujours là. Et Wadaï a fait ça à Komi. Non, ils n'ont rien laissé dans la caisse de l'État. Non, moi je ne veux pas faire les débats de personnes. Mais c'est pour vous dire qu'on ne peut que gérer avec le peu qu'on a. Et quand vous venez et vous voyez que ce qu'il y a là était détourné ou bien il y avait des engagements, de très mauvais engagements qui avaient été pris, vous êtes obligé de recadrer un peu les choses. Parce qu'après tout, c'est vous qui allez en répondre. Chérif, avant qu'on passe peut-être à un petit sujet avant de mettre un thème à cette émission, quand vous voyez un peu l'actualité aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, c'est la même question qui a été posée à Raoul, est-ce qu'on ne doit pas essayer un tant soit peu de créer une chronologie des faits pour que les chefs d'État, quand ils prennent le pouvoir, puissent continuer de façon continuelle, comme l'administration d'une continuité, au-delà de toutefois faire une rétrospection, de regarder dans le rétroviseur, ce qui parfois plombe l'élan du développement du pays? Ça va être compliqué. Hein. Ah bon, pourquoi? Ça va être compliqué. Vous voyez toujours, au Bénin, ce n'est pas les chefs des partis politiques qui sont présidents. Et je crois qu'en 2021, il risque... Bon, on avisera si le chef d'État ne se présentait pas. Je crois que celui qui va revenir aussi en 2021 refera toujours la même chose. C'est un éternel recommencement. Mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de réformer peut-être la constitution béninoise et de réformer le test pour quand même... Vous avez révisé la... Je ne pense pas qu'on puisse faire des choses dans l'inconnu. C'est comme on vous nomme ici à Esaü, ou bien directeur d'Esaü Télévision. Vous venez, vous dites, ok, je ne sais pas comment, je ne fais pas un état de lieu, je ne veux pas savoir comment ça fonctionne, je continue pas à travailler à tutelle, vous allez tomber. Vous allez tomber les pieds en l'air. Donc, il faut faire un état des lieux. Il faut faire un état des lieux. Et quand, même dans votre parcours, vous allez, dans l'évolution des choses, vous allez tomber sur des trucs, des couacs du passé, vous êtes obligé de revenir là-dessus. C'est pas en fermant les yeux sur des crimes qui sont quand même piteux. Comment on peut apprendre qu'on envoie du riz à des pauvres? On a dit que c'est volé. Nous allons passer quand même, on ne va pas quand même ne pas en parler. Le budget général de l'État est devant la représentation nationale. Les députés défilent depuis quelques semaines pour aller défendre, les ministres plutôt défilent devant les députés pour aller défendre ce budget. Raoul, quand vous avez lu ce dossier avec les différents argumentaires présentés par les différents ministres, est-ce que ce budget vous convainc pour 2018? Moi, je n'ai pas encore lu tout le projet de budget. Je n'ai pas encore lu. Mais écoutez les ministres défendre. Chaque ministre va défendre. Ce qu'on nous sert au dehors, c'est différent de ce qui est dit. C'est un peu différent de ce qui est dit en commission, parce qu'en commission, les ministres, il y a des questions, les députés posent beaucoup de questions, les ministres répondent et tout. Mais est-ce qu'on peut servir à la presse? On le sait. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas encore lu le projet de budget, mais c'est que 2018 serait encore plus serré.
que 2017. Donc les Béninois c'est vrai que le chef d'État nous avait déjà averti. Oui. Nous avait déjà averti de serrer la ceinture. Tout coûtera cher en 2018. Ça, attendez-voir ça. Et il y a beaucoup de tasses. Néanmoins, je crois que le taux d'inflation est maîtrisé. Hein. Et le Bénin n'évolue pas dans un contexte. Le Bénin, le Bénin évolue dans un contexte sous-régional et il doit tenir compte de ce qui se passe dans la sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis peu, au Nigeria, c'est une crise terrible qui se vit. Le nerf a chuté. Ça a forcément d'impact sur l'économie de transit qu'est l'économie béninoise. L'économie qui n'existe même pas, en fait, tout avec le Nigeria. Donc, si le Nigeria est un peu enrhumé, c'est que nous nous sommes déjà à terre. Et ça va se ressentir dans le budget. Dans le mot de tête. Ça va se ressentir dans le budget par rapport au budget de l'État, votre lecture? Je n'ai pas fini. Je continue toujours de lire le nouveau budget, mais je suis à une certaine page. Il y aura beaucoup de tasses en 2018. Je me demande est-ce que les gens seront prêts. Tout coûtera cher. Tout coûtera cher. Donc, non, mais il faut encore serrer. Non, mais je vais dire à Chéri que nous sommes dans un état économique purement fiscal. Il ne faut pas qu'on soit aussi alarmiste. Il ne faut pas qu'on soit alarmiste. Quand vous envoyez... Il donne ses opinions. Vous m'envoyez un redressement fiscal de 50 millions, de 100 millions, de 2 milliards. Non, mais je crois qu'en matière d'impôts, quand vous êtes imposé, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Certes, avant de faire le recours, je crois qu'il faut déjà payer 60%, si 60% ou bien 30% de ce qui vous est réclamé avant d'aller dans les voies de recours. Donc il y a des voies de recours. Nous allons le Bénin crie toujours, je vais faire cette petite année. Le Bénin crie toujours, mais Cotonou, la nuit, les vendredis, la haie vivait toujours pleine. Donc, mais plus comme avant, plus comme auparavant, n'est-ce pas, Chéri? Non, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Donc ça me dit, ah bon? Non, c'est plus comme avant. Toi-même, tu le sais. Au temps de la refondation, on buvait plus que... Mais Chéri, toi-même, tu le sais. Ça a diminué. C'est plus comme avant. Non, mais c'est pour dire... Est-ce que vous reconnaissez que c'est plus comme avant? C'est pour dire... Non, mais... Ça veut dire que la morosité économique est visible dans le pays. Je ne suis pas trop client par ce côté de Cotonou. Mais je dis... Du côté d'Akwakwa. Je ne suis pas trop client là-bas. Vous êtes client où dans le Bénin? Parce que c'est le Bénin. Mais je dis, il y a eu par exemple le récent classement de la Fondation Mo Ibrahim qui classe le Bénin quand même dans les pays les mieux gouvernés. C'est déjà des indices. Non, vous connaissez ces gens-là. La belle preuve, la directrice du FMI arrive bientôt au Bénin. Ces gens-là ne se déplacent pas dans des pays comme ça. C'est ce qui a un problème. Quel mot? C'est des gars, on sait comment ça se passe. Non. Quand j'ai vu par exemple un parti politique qui est très actif sur WhatsApp, le PLP de Léonce Mbadi dit que c'est parce qu'ils ont envoyé deux lettres à Christine Lagarde qu'elle descend au Bénin. Je dis, c'est de l'intoxication, c'est de la plaisanterie de mauvaise goût. Non, c'est de l'intoxication, c'est de la plaisanterie de mauvaise goût. De mauvais goût, pardon. Parce que ces gens, il faut expliquer, c'est pas forcément. Les institutions de Bretton nous servent de cadre. Ils ont senti peut-être qu'il y a des dérapages. Il y a des dérapages. Il y a des missions qui se font régulièrement dans les pays. Donnez-moi un exemple. Ils vont dans des pays en crise. Non. La BPI était au Burundi. Elle était au Congo. Elle vient le 11 au Bénin. Non. Le 11 ou le 12. Non, ben, il y a toujours des missions. Oui. Il y a toujours des missions de ces institutions-là. Parce que d'abord, il ne faut pas perdre de vue, nous sommes dans une économie sous perfusion. Le Bénin n'a pas d'économie d'ailleurs, nous sommes dans une économie sous perfusion. Donc, et c'est ces gens-là qui injectent de l'argent dans l'économie. Les mêmes qui défendaient il y a quelques mois, c'est les mêmes encore. Et vous n'êtes pas... l'autre chose, il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, peut-être, il y a plus le dialogue avec ces gens-là, c'est plus accru parce que vous n'êtes pas sans savoir que le ministre d'État Abdoulaye Biotchani, ancien directeur Afrique du FMI, au gouvernement aujourd'hui. Ouais. Donc, il connaît les voies de ces institutions. Il ne vient pas peut-être pour lui dire bonjour. Non, je ne dis pas qu'il vient pour lui dire bonjour, mais je dis il ne vient pas du fait qu'un parti politique ait envoyé de lettres. Ça, il faut enlever ça de notre tête. Ça, c'est de l'intoxication. Il faut que les gens fassent de la politique. Mais en voulant faire de la politique, il faut qu'ils apprennent à dire de la vérité. Mais il ne faut pas se mettre dans un activisme déconcertant pour dire qu'on fait de la politique. Non, il a envoyé des lettres. C'est bon d'envoyer, d'alerter. Il a dénoncé. C'est bon d'alerter, mais Chérif,
c'est pour ne pas apporter de l'eau à votre moulin, pour dire que c'est quand ça ne va pas mal que les gens la viennent. Je ne dis pas non. Voilà. Je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux. C'est totalement faux. Les gens injectent de l'argent. Comme une fois, par exemple, si on prend par exemple le renforcement de la fibre optique du Bénin, c'est un financement de la Banque mondiale. Et les gens n'investissent pas quand ils ne sentent pas qu'il faut gérer bien. Donc, ils vont venir constater. Ils vont faire des séances de rare quand c'est la directrice même qui vient, qui se déplace. La directrice ne se déplace pas comme ça, que si la dame ne se déplace pas comme ça. Au contraire, moi je vois. Nous allons peut-être attendre. Moi je vois, attendons. Plus d'élucidation sur les raisons motives de son déplacement. Après les travaux, quand il se déplace, il y a toujours un communiqué qui sanctionne. On verra. Vous avez déjà vu, sous Bolini, espérons que les communiqués ne seront pas traités. Après, il y a un retour sur communiqué. Donc, il y aura un communiqué qui va sanctionner. Espérons qu'on ait un communiqué sain cette fois-ci. On aura un communiqué sain. Pourquoi en tout cas, nous avons des canaux officiels. Pourquoi on pense que... Pourquoi on voit le mal partout? Pourquoi on ne peut pas être un peu positif? On est positif et on espère que le chef de l'État, Patrice Talon, réussisse son mandat et marche sur des talons de gloire au soir du 6 avril 2021. Il a toujours dit que lui veut rentrer dans l'histoire. Amen. Il sera dans l'histoire par la grâce de Dieu et par la volonté de nos des membres de nos ancêtres. Mesdames et messieurs, c'était Info Hebdo sur Eusa Télévision. C'était avec Chérif Riwanou, il est directeur général du quotidien Maté Libre. Il était face à Raoul Ounsounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud Quotidien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de Info Hebdo de ce jour. Rendez-vous pour le week-end prochain pour le numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end.